je le vois. Vous savez, des fois, dans mon cabinet, je reçois des mères, souvent des mères des fois qui viennent seules avec leur enfant, disent bah voilà, c'est très compliqué, et je vois l'enfant et j'imagine ce qu'il va devenir si on ne fait rien. Souvent j'ai cette projection, on appelle ça une sorte de prédiction si je puis dire, parce que quand on a le recul, on se rend compte. Et quand je dis mais l'enfant là aujourd'hui, la mère se rend pas compte, mais il commence déjà à frapper sa mère, oui. Parce dès qu'on lui pose une frustration, je me dis cet homme-là, plus tard, ça sera quoi comme type d'homme si on ne fait rien? Voilà, il contredit sa mère, ne supporte pas de limite. Bah, imaginez quel type de, si je puis dire, de compagnon va être ce jeune homme. Alors évidemment, on a encore le temps de rattraper ça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, quand vous avez un homme violent qui frappe sa femme, vous avez un homme qui commet des meurtres, ou comme j'ai raconté pour la pauvre Irina Zaroutska, je vous promets, je serais hyper curieux de connaître, si je puis dire, le parcours de vie de l'assassin d'Irina Zaroutska. Je suis persuadé qu'on retrouverait du chaos de la naissance jusqu'à ce crime. Et d'ailleurs, on le sait, il avait déjà commis au moins 14 méfaits. Bon, bref, il a été libéré plein de fois. Voilà, il n'en était pas à son premier coup. Donc voilà, et vous voyez à quel point la justice a du mal à arrêter ces gens-là. Mais j'ai envie de dire, moi je crois que pour cet homme-là, il est irrécupérable. Mais malheureusement, une fois qu'on est adulte et qu'on est ce type d'homme, on est irrécupérable. Et ce qu'il aurait fallu faire pour sauver cet homme, c'est le sauver pendant l'enfance. Et pendant l'enfance, il aurait fallu qu'il voie un psychologue et que ses parents l'accompagnent et qu'on fasse de la guidance et qu'on comprenne et tout. Mais je vous dis, cet homme-là, forcément a été dans une famille déstructurée et on n'a rien pu faire. Donc aujourd'hui, eh bien, ça finit par un crime. Alors je prends un exemple comme ça très fort, hein, pour vous dire que réellement, l'enfant, c'est l'enfant qu'il faut sauver, pas l'adulte. L'adulte, une fois qu'il est malade, parce que celui qui a fait ça, il est malade, hein, et la psychologie ne peut plus rien pour lui. Hein. Alors après, c'est la prison. Bon, voilà. On dit qu'il n'y a pas de parents parfaits. Vous recevez dans votre cabinet en fait des parents plus ou moins défaillants. Qu'est-ce qu'une guidance parentale réussie? Alors déjà, je dis très honnêtement, les guidances parentales réussies sont rares. Moi, je dis toujours la vérité, donc je ne suis pas là pour vous mentir en vous disant que je suis super nanny et que quand ils viennent me voir, après ils ressortent guéris, hein, entre guillemets. D'abord, c'est hyper intéressant comme question. Je vais répondre à ça justement pour dire que et faire la référence avec Super Nanny, dire que moi, quand j'ai développé les apps, ça signifie les ateliers parents-enfants. Hein, je vous montre sur la tasse, oui. les ateliers parents-enfants avec le logo. Bon voilà, vous pouvez aller sur le site et vous verrez. Les parents viennent me voir. Déjà, je fais un bilan et je leur dis, voilà, aujourd'hui on en est. Je prends une photo. C'est-à-dire qu'ils viennent me dire, mon enfant il est TDAH, mon enfant il est HPI, mon enfant il est ceci. Alors c'est l'époque des étiquettes. C'est pour ça que j'ai écrit Neurovibe. On va en parler plus tard. Oui. Et je leur dis, bon, alors déjà, votre enfant vous avez fait des tests, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut plus rien faire, qu'est-ce que vous attendez de moi en gros? Bon, après j'essaie de leur démontrer, alors avec des outils que je peux pas vous montrer là, mais en gros, je peux vous citer les noms, ça s'appelle une EFC, une évaluation fonctionnelle du comportement. Je suis extrêmement pédagogue, je ne dis pas aux parents, moi j'ai l'expérience et je sais assez rapidement si l'enfant a un vrai trouble ou pas. 9 fois sur 10, il n'est pas TDAH, il n'est pas trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité comme il le croit. Moi, mon idée, c'est que j'ai 1 heure et demie pour leur démontrer qu'en fait, il n'est pas cela. Donc déjà, l'enfant, j'essaie de lui enlever cette étiquette avec laquelle il arrive préconçu, parce que les parents, parce qu'une maîtresse a dit que, parce qu'une orthophoniste a dit que, parce que souvent, c'est des personnes comme ça qui, de manière très empirique, font des diagnostics, et voilà. Après, ils ont été voir un neuropsychologue qui valide, et il valide avec 500 €, 650 €, évidemment, ça l'arrange, et avec un test de Connors, que moi, je ne fais jamais passer, parce que voilà, je pourrais m'enrichir comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je pourrais leur prendre 650 € à chaque séance en disant, voilà, il est TDAH, voilà. Mais ça rassure les parents juste sur l'instant. C'est ce que je dis dans mon livre Neurovibe. En fait, la réalité, c'est qu'on ne traite rien et on donne une étiquette. Alors, la plupart du temps, ma guidance parentale, ça va être de dire aux parents, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il tape? Pourquoi est-ce qu'il a tendance à faire? Alors, je vais rentrer dans le détail pour que les spectateurs de Tribune Libre comprennent. Et souvent, je donne des exemples comme ça. Donc un enfant, guidance parentale, il a tendance à taper ou il a tendance à
être très bruyant à la maison et les parents disent il est très désobéissant, on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas avoir une conversation jusqu'au bout et on ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie un symptôme. Et moi, j'essaie d'expliquer aux parents quel sens a ce symptôme. Ça, c'est un peu de la psychanalyse qu'on ne veut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est neurochimique. Il se comporte comme ça parce que c'est des connexions neurochimiques dans son cerveau. Il est né, il faut lui donner de la Ritaline. Hein. Voilà, en gros, c'est ça ce à quoi aboutissent les tests qui coûtent 600 €. Bon, moi, j'ai dit aux parents, alors, posez-vous la question et je commence à questionner leur éducation. Voilà, et je leur dis, bon, alors, souvent, je leur dis, mais alors, je leur pose des questions, je dis, alors, est-ce que vous avez remarqué, et ça c'est, je prends mon fameux tableau EFC, évaluation fonctionnelle du comportement, alors en gros j'explique comme ça, il y a les antécédents, le comportement et les conséquences. Et je leur montre que tout ça est lié. Et c'est ce qu'on appelle une boucle de conditionnement, une boucle qui se répète. Je ne sais pas si vous connaissez Pavlov qui a parlé du conditionnement, on parle de réflexe pavlovien, avec l'histoire de l'os, la clochette, la salivation, mais tout est lié, tout est... Alors donc, je leur dis, que répondez-vous quand votre enfant vous interrompt au téléphone ? Ah ben oui, il fait des bêtises, je l'engueule, je lui dis d'arrêter, que je suis au téléphone, qu'il faut me laisser parler, et je leur explique. Alors écrivez ça dans la colonne B, c'est-à-dire la colonne du comportement, interruption intempestive. Et je lui dis, est-ce qu'il n'a pas tendance à vous interrompre aussi intempestivement quand vous êtes en train de discuter avec votre conjoint? Ah ben oui, comme par hasard, il débarque et on lui a déjà dit qu'il fallait qu'il arrête de nous interrompre comme ça, qu'il devait attendre, et il n'attend pas. Et j'ai dit, pourtant, votre enfant, vous m'avez montré ses bulletins scolaires, il est brillant à l'école, il a une bonne intelligence. Comment ça se fait qu'il ne comprend pas ça? Ah ben, je sais pas, hein, pourtant, on se fâche, on le punit, on répète. Et ça marche pas. Bon, alors je vous explique. Il a bien compris la règle, il sait parfaitement qu'il doit ne pas vous interrompre et il sait parfaitement qu'au téléphone, c'est très embêtant de vous interrompre avec une collègue, une amie et tout ça. La question, c'est est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi il le faisait? Parce que vous croyez qu'il y a des interactions neurochimiques dans son cerveau qui le poussent à faire ça et que c'est pas de sa faute? Alors regardez, madame, est-ce que vous avez repéré que lorsque vous vous interrompiez, que vous vous fâchiez, ensuite, il se calmait un moment, puis qu'il y revenait, puis que c'était un système en boucle? Eh bien, moi, je vais vous dire, souvent, je le démontre, c'est parce qu'il veut de l'attention. Vous n'avez pas compris cela? Vous avez remarqué, je fais des liens, que c'est un enfant qui a des difficultés d'endormissement, etc. Et je leur montre tout ce qui est en rapport avec la recherche d'attention. Je dis, regardez, sur le bulletin scolaire, il y a écrit qu'il fait le pitre en classe. Pourquoi il fait le pitre? Parce qu'il veut être au centre de l'attention. La maîtresse a remarqué qu'en situation duel, il est un petit ange et que tout se passe bien. Il aime avoir la situation duel. Alors quand il vous interrompt avec votre conjoint, c'est parce que vous êtes en train de parler et qu'il n'existe pas et qu'il veut exister. Alors il vous demande si le ciel est bleu alors qu'il a la réponse. Et vous tombez dans le panneau. Vous lui dites que vous lui avez déjà répondu. Mais vous ne vous rendez pas compte que quand vous faites ça, alors ça c'est le fameux livre jaune, hein, je le répète, je donne là-dessus, c'est des techniques. Hein. Vous faites un R+, un renforcement positif, c'est-à-dire que vous encouragez. C'est comme quand on donne un bon point à un enfant. Vous savez, à l'école, on donne des lions jaunes, des lions verts. C'est-à-dire que l'enfant, il attend quelque chose qui va soulager son angoisse, qui est agréable. C'est votre attention. Et vous vous interrompez avec votre conjoint ou avec la personne au téléphone pour pouvoir l'engueuler. Vous croyez qu'à ce moment-là, vous lui faites une punition, c'est désagréable. En fait, vous lui faites un cadeau. Le cadeau, c'est « Enfin, maman, tu me prouves que malgré le fait que tu sois en train de discuter avec ta collègue, j'existe, tu m'aimes toujours. » En fait, c'est une angoisse. Et là, on revient à la psychologie, qu'on appelle angoisse de séparation. Ça a été développé par Margaret Mahler, c'est des concepts psy, mais en fait, en gros, pas que Margaret Mahler, Winnicott aussi en a parlé, vous savez, le doudou transitionnel. Tous les parents ne savent pas ça, mais je vous ai dit, la psychanalyse aujourd'hui, malheureusement, est morte. On ne veut plus entendre parler de toutes ces choses-là. On veut donner des médicaments et nous dire que... Donc ça, c'est extrêmement important d'expliquer aux parents que, en fait, non, il n'a pas de TDAH et tout ça. Je vous explique, madame, si vous changez vos réponses, c'est-à-dire si vous comprenez que votre enfant a une angoisse de séparation, que votre enfant il essaie de vous vampiriser chaque fois qu'il est là parce qu'il veut votre attention et que malheureusement vous lui donnez, en lui donnant soit la fessée, en vous énervant, en le punissant, vous lui donnez cette attention qui est agréable. Tant que vous ne comprendrez pas cela, alors je dis madame parce que souvent les mères viennent seules, mais souvent je demande à voir le père aussi. Hein. Je dis mais... Tant que vous ne comprendrez pas. Alors je dis, mais elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je dis, il faut déjà, vous voyez, dans mon bureau là, je dis souvent, dans mon cabinet, vous avez déjà donné une dizaine de mauvaises réponses. Et je vais vous dire pourquoi. Et les parents le prennent bien, vous voyez, ils ne se sentent pas jugés par ce que je dis. Je leur dis, mais moi je le dis en étant bienveillant, hein, c'est pas du tout pour vous juger, dire vous êtes un mauvais parent. Comme vous l'avez dit, Stéphanie, il n'y a pas de mauvais parents en soi. Je veux dire, tout simplement, un enfant vous met à l'épreuve tout le temps. Et c'est pas toujours évident, et je ne demande pas aux parents de donner 100% de bonnes réponses. Ce n'est pas possible. Donc des fois, les parents ont besoin de guidance pour justement leur dire mais c'est quoi une bonne réponse? Alors j'ai dit voilà,
Je vous donne un exemple. Quand vous êtes au supermarché, votre enfant veut un G.I. Joe, il veut je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faites? Il devient infernal. Quand il devient infernal, vous lui donnez de l'attention. Et pendant tout le supermarché, vous vous agacez au téléphone. Oh là là! Eh bien, ça, il aime. Parce que ça veut dire qu'il aura peut-être son G.I. Joe. Ça s'appelle le fameux R+, renforcement positif. Alors, je rentre pas dans les détails, mais en gros, je leur explique qu'est-ce qu'il faudrait répondre. Alors, à la fin, vous lui donnez même la fessée, devant tout le monde à la caisse, et vous vous dites que ça va marcher. Et puis, vous n'avez pas remarqué que ça fait des mois que ça dure et qu'à chaque fois, il se tient pas bien dans le magasin. Eh bien, voilà, ce qu'il faudrait répondre, c'est ce qu'on appelle une punition. Alors, je vous explique, je donne des techniques. Je dis, en gros, il faudrait ne pas prêter attention au fait qu'il râle, le laisser se rouler par terre, lui montrer que jamais il l'aura. Il ne faut surtout pas répéter. Alors ça, j'explique, les parents font l'erreur de répéter. Quand vous répétez une interdiction, vous répétez une consigne, eh bien, vous donnez toujours soi-disant une deuxième, une troisième, une 10e chance. Vous comprenez pas que vous renforcez un comportement de désobéissance. Enfin, tout ça, je leur explique. Donc, en gros, il y a une boucle comportementale de conditionnement, et ça j'explique vraiment dans le livre jaune, l'enfant et ses désirs insatiables, qu'il faut stopper par un contre-conditionnement. Et toute ma guidance parentale, c'est de leur donner la technique. Alors, je leur prends un petit papier, des fluorescents, je leur dis, on écrit des définitions. Alors, le R+, c'est ça, le R-, le P+, le P-. Je leur donne des situations et je les fais travailler. Ils font des exercices avec moi. Et donc, ils redécouvrent leur enfant à travers le prisme d'une vision de psychologie comportementale. Ben oui, c'est vrai que quand j'ai ce comportement-là, il y a une conséquence, il y a une réponse, et là, ça joue. Et donc l'enfant, je vous donne un exemple très clair, par exemple comme contre-conditionnement. Une mère me dit, mon enfant, il a tendance à être tête en l'air, il faut toujours que je sois là pour tout faire pour lui et compagnie. Si je lui dis de mettre son maillot de bain, demain il a piscine, il va me faire répéter 15 000 fois, il va pas le faire, ça m'agace, on s'engueule, ça finit par mettre une tension dans la famille, le papa il vient, il lève la voix. Bon, j'ai mis madame, derrière qu'est-ce qui se passe? L'enfant il va aller à la piscine parce que vous allez finir par lui mettre son maillot dans son cartable et il ira à la piscine, et donc demain vous recommencerez rebelote. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors le contre-conditionnement, je dis, je vous donne les 4 étapes, le secret 1, ne jamais répéter. Avant d'en arriver là, le parent adhère parce qu'il a compris lui-même ce qui se passait. Là, je le dis à la personne qui écoute Tribune Libre, peut-être va pas comprendre les 4 étapes si on n'a pas tout le cheminement. Mais enfin, on arrive à ces 4 étapes. Ne jamais répéter, ignorer la désobéissance, attendre une demande, refuser la demande. 4 étapes. Et je dis, après, je prends des exemples de vie. Alors, je dis, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la piscine? 1, ne pas répéter. Ça veut dire, Loïc, mets ton maillot dans ton sac, demain tu as piscine. Ensuite, je vaque à mes occupations, j'ignore la désobéissance, il n'écoute pas, il ne le met pas, et je fais comme si je ne vois pas. 3, attendre une demande. La demande, c'est quoi? C'est qu'il veut aller à la piscine parce qu'il adore ça, comme tous les jeunes. 4, refuser la demande. J'appelle l'école et je dis, voilà, on fait un travail avec le psychologue. Je lui ai dit une fois de mettre son maillot. Le psychologue m'a demandé de ne pas lui faire répéter. Je vous remercie de bien vouloir le punir en faisant qu'il ne se baigne pas. Il s'assoit et il regarde les autres se baigner. Ça veut dire refuser la demande. Et là, il va rentrer énervé avec les boules, dire, mais j'ai pas pu me baigner. Je dis, moi, ma parole est d'or. Quand je te demande de faire quelque chose, tu le fais pas, eh bien, tu as été puni, c'est très bien. Ça s'appelle un apprentissage. Ça, c'est un apprentissage extrêmement efficace où l'enfant a été puni par une conséquence qui est désagréable parce qu'il a été tête en l'air, parce qu'il n'écoute pas quand on lui parle. Et cet enfant-là, si vous lui faites ça, je vous promets que la semaine suivante, votre parole pèsera. C'est-à-dire que la semaine suivante, quand vous lui direz « Loïc, tu as piscine, mets ton maillot », il va entendre. C'est comme ça que j'explique aux parents. Et vous faites l'erreur depuis des années de répéter, de vous fâcher, de mettre le maillot. Mais il n'est jamais puni. Il n'est jamais puni de la manière dont je viens de vous parler avec les 4 étapes. Donc, après, les parents ils disent « Ah, ça y est, oui, j'ai compris ». Ils rentrent chez eux, ils essaient de l'appliquer. Simplement, pourquoi il faut faire des ateliers? Dans les apps, on fait de la guidance parentale et j'envoie des psychologues au domicile pour pouvoir faire des séances que je supervise. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les parents, ils vous disent « Oui, oui, oui ». Vous savez, je les vois 4 fois. Premier bilan, je leur explique « Non, votre enfant n'est pas TDAH, etc. » Bon, généralement, ensuite, je les vois 3 fois pour les former, pour leur apprendre toutes les techniques comportementales de guidance parentale. Et après, on lance un atelier. C'est-à-dire que je fais, si vous habitez à Évry ou je sais pas quoi, je contacte une base de données de psychologues avec ma secrétaire et ensuite la psychologue se déplace à Évry. Elle fait avec un jeu qu'on appelle les 3 sabliers, que je vais pas vous présenter là, mais en gros on fait une sorte de jeu de société qui s'appelle une sorte de trivial poursuite, on va dire, et on travaille toutes ces... voilà. Eh bien souvent les parents, je me rends compte qu'après 1, 2, 3, 10 séances, ils sont incapables de me répéter les 4 étapes. Ils sont incapables. En fait, ils me disent oui, j'ai compris, mais en fait...
Je me dis, madame, monsieur, ça fait déjà 2 mois qu'on se fréquente. C'est quoi les 4 étapes de compte? Ah ben non, je sais pas. Madame, vous continuez de répéter. Monsieur, vous continuez de répéter. Vous continuez. Donc, en gros, comme vous continuez la boucle de conditionnement que je vous ai montré dans l'EFC, alors rappelez-vous à l'échelle de fond, vous continuez d'encourager l'enfant dans ses mauvais comportements. Donc, il n'y aura pas de changement, l'enfant va continuer de désobéir et compagnie. Alors, même chose avec l'interruption intempestive, le téléphone, enfin, ouais, tout ça, je leur explique. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Votre enfant vous interrompt au téléphone. Qu'est-ce que vous devez faire? Ne pas répéter. Monsieur, ne pas répéter, c'est ne pas se fâcher, ne pas lui faire remarquer que vous êtes au téléphone. Arrêtez de faire ça. Ben oui, mais vous continuez de le faire. Alors, je culpabilise pas les parents, ils me disent, oui, c'est vrai. Je dis, tant que vous continuerez de le faire, moi, en tant que psychologue, je peux rien faire. Je continue de vous voir, de vous guider, de vous accompagner. Et donc, séance après séance, je supervise le psychologue, je répète, je vous avais dit, je vous répète. Et donc, par bienveillance, j'accompagne. Mais en fait, il y a la compréhension intellectuelle de ce que c'est que le conditionnement, mais il y a aussi après le vivre la chose. Et il faut savoir les choses, c'est que les parents sont conditionnés. Alors, qu'est-ce que le conditionnement? En résumé, c'est quand vous associez un comportement à une réponse. Alors, on appelle stimulus et réponse. Et vous êtes conditionné même pour aller travailler à certaines choses. Vous êtes conditionné. Et plus vous répétez le comportement et la réponse un certain nombre de fois, et plus le conditionnement est puissant et impossible à défaire après. Et les parents, je leur fais souvent un truc, je sais ça va faire peur aux personnes qui me regardent, mais c'est une réalité. Je leur dis, votre enfant a 8 ans. Bon, 8 ans, il y a 365 jours dans l'année. Dans mon bureau, j'ai déjà constaté, au bout d'1 heure, vous avez donné au moins 40 mauvaises réponses. C'est une réalité, hein. Je vous dis parce que l'enfant, il a, et vous le savez, et je leur démontre. Vous vous rendez compte qu'en 1 heure, il y a ça. Dans la journée, on est bien d'accord, vous en donnez une bonne centaine, hein. Et à l'école, ils en donnent une centaine également. Multipliez ça par 365, que multiplie 8, et vous obtenez 300 ou 400 000 mauvaises réponses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force d'un conditionnement qui ne peut pas se défaire. Et lui, l'enfant, d'ailleurs, c'est pas parce que vous allez appliquer ma procédure 1, 2, 3, 4 que là, ça y est, il va changer, puisque vous l'avez conditionné 400 000 fois. Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement patient pour que le contre-conditionnement, en plus que vous faites mal, alors je ne dis pas comme ça, mais qu'ils comprennent, hein, que vous n'arrivez pas à faire, parce que tout simplement vous êtes conditionné, pour que ça fasse un effet. Donc le travail, c'est pour ça que j'en viens à ce que je disais au début, il y a très peu de guidance parentale qui fonctionne. Vous me dites, est-ce que ça, c'est quoi la bonne guidance parentale? Je suis très honnête avec vous, on y arrive rarement. Je veux pas mentir aux personnes. Moi, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin de m'appuyer sur les parents, et c'est extrêmement difficile d'inverser un conditionnement qui a lieu depuis des années. Oui. Voilà, donc je ne renonce pas à aider les parents. Par contre, quand au bout d'un moment je vois qu'ils font pas tous les exercices que je leur donne, parce qu'on leur donne du boulot en dehors des séances de guidance, en plus toute la semaine ils doivent faire des choses, hein. Souvent les parents me disent oui, je suis hyper motivé, je vais faire, tu parles. Très rapidement, et ça je le dis dans mon livre jaune, hein, sans complexe, hein. Dans tous les livres je le dis même dans l'Eurovibe, il y a différents types de parents, mais bon, quand je vois que je peux pas m'appuyer sur eux, je vais écouter, ça suffit, on arrête. Des fois je leur demande par exemple de me rendre des évaluations, enfin ils doivent me rendre des devoirs, hein, si je puis dire, enfin nous aux psychologues, mais ils le font pas. Bon, au bout d'un moment, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je les réclame. Je dis, écoutez, ça sert à rien parce que vous allez être les premiers à me reprocher que ça marche pas. Donc, je leur dis, on arrête. Voilà. Et je leur dis d'emblée, le premier jour, c'est hyper exigeant comme méthode, hein. Je compte sur vous. Me dire, mais vous inquiétez pas. Alors, nous, on n'est pas comme les autres. Et puis, je dis, voilà, je vous l'avais dit. Et on arrête. Donc, voilà, une réalité. Moi, je dis toujours une chose. Si j'avais un enfant qui avait un trouble, des fois, c'est des troubles graves, hein. Des fois, c'est des troubles autistiques sévères. Enfin, honnêtement, moi, ce dont je vous parle, l'enfant qui met pas son maillot dans le maillot de bain. C'est embêtant, mais ça peut se résoudre. Mais quand vous avez un enfant qui est atteint d'un trouble, qui est là, si je puis dire, depuis la naissance et qui est lourd, pathologique comme l'autisme, ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, TSA sévère, enfin, il faut s'y mettre, hein, parce que là, son avenir est vraiment sérieusement compromis. Moi, si j'avais un enfant comme ça, moi, je serais prêt, et ça, c'est mon expression, je serais prêt à faire Paris-Marseille à pied. Un psychologue me démontrerait que c'est pas le TDAH, que je croyais qu'il y avait un trouble dans sa tête, mais en fait, il me démontrerait que ça dépend de moi, et que moi, si j'arrive à changer des choses, mon enfant, il va aller mieux, et que l'école n'arrêtera de m'envoyer des mots toutes les semaines. Mais je m'y mettrai, je le ferai. Eh bien, j'arrive pas à comprendre que les parents n'arrivent pas à faire l'effort. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, j'ai un message que j'envoie aux parents. Moi, nous avons, les psychologues qui sont spécialisés en guidance parentale, nous avons le savoir théorique. Nous savons ce qu'il faut faire. Et nous vous promettons que si vous faites ce qu'on vous dit, ça marchera. Mais il faut le faire.
Ouais, donc voilà, donc c'est ça la guidance parentale. Ça semble un peu pessimiste comme message, mais je suis vraiment réaliste. Je suis pas quelqu'un qui ment. J'aime dire les choses. Et c'est pour ça que Super Nanny c'est du bidon, hein, vous le savez. Voilà, vous avez compris. Ça ne marche pas que quelqu'un débarque dans une famille et puis dise 2-3 mots de manière magique, il engueule l'enfant. L'enfant dit oui, oui, oui. Et puis 3-4 épisodes après, ça y est, l'enfant est parfait, adorable. C'est comme Pascal le grand frère. Tout ça, c'est truqué. Hein. Non, mais je vous le dis. On a appris d'ailleurs, il y a eu des vidéos là-dessus où les gens ont dit que c'était truqué sur TikTok, partout, on le sait. On leur demande de jouer des rôles. Moi, je suis pas là pour jouer un rôle. J'essaie d'aider les parents, mais en fait, moi, ça me passionne de pouvoir les aider parce que je sais que cet enfant-là, si on lui donne les bonnes réponses, eh bien, il va bien se développer. Voilà, tout simplement. Donc, cher Jean-Luc, s'il est compliqué de déconditionner les parents, ma question suivante porte sur l'enfant. Qu'est-ce qu'un comportement infantile raisonnable ? Raisonnable. L'enfant, il est par naissance intolérant à la frustration, enfin par essence. C'est-à-dire par naissance, j'ai fait un lapsus pour dire dès la naissance. Voilà. Je veux dire par essence, il est intolérant à la frustration. Il n'y a pas d'enfant parfait. L'enfant, vous savez, il a, bon, je vais en faire des principes psychanalytiques, mais il y a ce qu'on appelle le moi, le ça et le surmoi selon Freud. C'est juste pour expliquer que le moi, il est immature à la naissance, d'accord ? Donc un moi immature, c'est un enfant qui est dans le ça plus que. C'est-à-dire que le moi, il est censé réguler le ça. Le moi, c'est un sujet qui a conscience et qui accepte les limites et qui accepte de ne pas avoir son bonbon tout de suite, etc. Alors, je reprends encore un concept psychanalytique. Winnicott a parlé d'une mère suffisamment bonne. Qu'est-ce que c'est ? C'est une mère qui, ok, dès les premiers jours, donne le sein alors que l'enfant l'a même pas demandé. Elle anticipe tout. Puis petit à petit, elle fait rentrer l'enfant dans un principe de réalité. Alors, je l'ai écrit là, hein, du principe de plaisir au principe de réalité. C'est-à-dire que le principe de plaisir, il est là-dedans, l'enfant, au départ. Il est que là-dedans. Il veut tout de suite. C'est normal, vous l'avez repéré. Voilà, si vous avez été mère de famille, l'enfant ne peut pas attendre. C'est normal. Mais comment vous allez le faire entrer dans notre principe de réalité et de lui donner un moi qui est capable de réguler? Eh bien, vous allez le frustrer. Voilà, puisqu'on est dans une époque où on ne veut plus jamais frustrer. Eh bien, vous allez commencer à dire, ah ben là, quand il va grandir, hein, bien sûr, vous allez commencer, ah ben attends, le lait est pas tout à fait chaud, tu attends, maman est au téléphone, 2 minutes, tu attends, et puis vous allez faire votre vie, et puis vous allez commencer à lui mettre de l'espace entre vous, et il va, alors on explique en psychanalyse que l'enfant au départ hallucine le sein, et c'est vrai que l'enfant il est dans ce mécanisme psychotique de naissance, c'est-à-dire qu'en gros, quand il pense au sein, le sein apparaît, et il croit que le sein est à lui, et que c'est lui qui l'a fait apparaître. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais après, vous faites rentrer dans le principe de réalité. C'est-à-dire qu'on l'éloigne de ce fonctionnement psychotique que je vous dis que tous les enfants ont de naissance. Et ça, c'est normal. Et heureusement qu'une majorité se névrotise et arrive vers un fonctionnement normalo-névrotique où on comprend qu'on a des limites, qu'on peut pas. Donc, un enfant, si vous voulez, il n'est pas parfait à la naissance, mais il dépend énormément de l'éducation. Énormément de l'éducation. Vous savez, je prends une petite anecdote que je dis souvent. Aujourd'hui, on a des enfants extrêmement intolérants à la frustration. Vous le savez, vous allez dans un métro, RER, il braille toutes les 2 minutes. Le parent dit, bah, arrête. Bon, j'en vois beaucoup ici, là où je travaille, en salle d'attente. Je pense aux enfants roumains, vous savez, qui sont en train de mendier toute la journée. L'enfant, il est là, il ne moufte pas. Vous savez que ce sont les mêmes enfants. Hein. Ils ne sont pas différents génétiquement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est conditionné. Le parent lui dit, écoute, t'es pas là pour... Le parent, tu peux commencer à râler. Il ne va pas porter attention à toi. Alors, je ne fais pas la promotion des enfants qui mendient. Je déteste ça. Mais c'est pour vous dire, je me pose souvent la question, comment un enfant est capable d'attendre dans le froid des heures assis sur un truc dur. Il n'a même pas une poupée pour jouer. Et est-ce qu'il est là à dire, maman, j'ai envie de faire pipi. Maman, j'ai envie de faire ça. Bon, si vous emmenez votre enfant acheter des vêtements à Tati ou à Leclerc ou je sais pas quoi, l'enfant d'aujourd'hui, au bout de 2 minutes, maman j'ai faim, maman j'ai envie de faire pipi, maman puis, comment ça se fait que l'enfant roumain, lui, il est par terre là, enfin celui qui vient de Syrie, j'en sais rien, et lui, il n'y a pas de problème. Ce sont les mêmes, simplement je dis souvent un truc, vous prenez cet enfant roumain, vous lui donnez cet moment-là d'aujourd'hui à éduquer cet enfant. Et cet enfant, il va commencer à dire « Maman, j'ai envie de faire pipi, maman !» Pareil. Pourquoi ? Parce que vous lui donnez de l'attention à tous ces petits caprices. Voilà, en gros. Alors évidemment, un enfant, quand il fait pipi, on va pas le... Mais on est tellement hyper attentif à l'enfant, tellement hyper attentif à chacune de ses frustrations,
que cet enfant, lui, il va devenir intolérant à la frustration. C'est-à-dire que la tolérance à la frustration, elle s'apprend. Alors bien sûr, c'est un truc extrême, l'enfant qui vient de Syrie. Évidemment, lui, il est tellement hyper frustré, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, je suis d'une certaine génération. Comment ça se fait qu'on ne cassait pas les pieds de nos parents comme les enfants d'aujourd'hui? Parce que tout simplement, nos parents, ils n'étaient pas là pour répéter, ils rigolaient pas. Ils disaient des choses une fois, après tu peux râler, te rouler par terre, t'existes plus. On n'était pas là-dedans. Et aujourd'hui, un enfant, c'est la fameuse éducation positive dont je parle dans mon livre. Alors c'est plutôt, j'en parle beaucoup dans un autre, bon je ne vais pas me démontrer. Oui. L'enfant, je n'aime pas ces frites-là, voilà, je le montre vite fait, voilà. Oui. L'enfant, mais j'en parle aussi dans le jaune. L'enfant, lui, il faut se mettre à sa hauteur. Alors, dans Je n'aime pas ces frites-là, je vais vous donner un exemple et vous allez voir la différence avec l'enfant roumain et de Syrie. Encore une fois, j'espère que les gens ne vont pas faire un amalgame en disant que je promeus tout ça. C'est juste pour dire, je prends des contrastes très forts entre ces deux enfants. Je n'aime pas ces frites-là. Vous emmenez, une mère amène son enfant au restaurant. C'est vraiment écrit comme ça. Hein. Ben, c'est pas des histoires de patience, c'est histoires transformées parce que je ne cite personne évidemment. Et dans l'éducation positive d'aujourd'hui, vous vous rappelez, hein, il faut se mettre, Madame Filiosia a bien développé ça, il faut être à l'écoute de l'enfant, chacun de ses besoins, parce que ces enfants, on risque de les polytraumatiser si jamais on n'est pas à leur écoute. Voilà, ils risquent de mal grandir. Donc la mère, elle dit, bon, comme je sais que mon enfant est intolérant à la frustration, je vais aujourd'hui avec mamie, on va aller au resto. Je vais lui donner une journée open bar où il aura le droit à la PlayStation, il aura le droit à tout, je vais le gâter. Et comme ça, je vais lui dire qu'en contrepartie, il sera gentil au restaurant et il va nous laisser, il va manger les frites et tout, d'accord? Donc je dis à l'enfant, je le brief dès le matin, tu sais, ce soir on va au restaurant avec mamie, tu seras gentil, j'espère, tu vois. Alors pour que tu sois gentil, je te donne la possibilité de jouer à ça, à ça. L'enfant dit, oui, maman, pas de problème, je serai gentil. On mangera des frites, oui, on mangera des frites. Quand on arrive dans le resto, c'est un resto français, tradition ancienne, et qui fait des bonnes vieilles frites. Tu sais, les patatos, les trucs faits maison, les frites faites maison, super. Et l'enfant arrive et il dit, non, je n'aime pas ces frites-là. Et la mère, elle dit, mais comment ça, je n'aime pas ces frites-là? Ah ben oui, moi je veux les frites McDo. Tu sais, les belles frites qui sont régulières, qui sont blanches, qui sont croustillantes. Mais non, mais ça c'est beaucoup mieux, mon chéri. Non, je n'aime pas ces frites-là. Et à ce moment-là, une bataille commence, un bras de fer entre la mère, l'enfant. Elle avait choisi ce resto, elle avait réservé un resto super. La mamie, elle sait, elle ne dit rien parce que c'est conflictuel avec la fille, elle le sait. Elle n'en pense pas moins, elle ne dit rien. Et à un moment donné, on bataille. Et que fait la mère? La mère va finir par se lever, s'excuser auprès du restaurateur en disant vraiment désolé, mon fils ne sait pas apprécier la bonne nourriture. Et puis on va aller chercher un McDo pour l'enfant. Voilà, en gros. C'est catastrophique, vous l'avez compris, parce qu'on conforte, alors le fameux R+, hein, on renforce l'enfant positivement dans ses mauvais comportements. Et alors, qu'auraient fait bien sûr les parents d'avant? Alors, les parents d'avant, tu manges ça, t'es pas content, t'as pas faim, c'est ton problème. Voilà, et on ne changera pas de restaurant pour toi. Et la discussion est close, et l'enfant sait qu'il ne va pas... Alors, entre les deux, voilà... Il faut trouver un équilibre, mais aujourd'hui avec l'éducation positive, pourquoi j'explique que c'est un grand danger, c'est qu'on fait croire à l'enfant qui, comme je l'ai expliqué à l'instant, il est dans la toute-puissance et dans le principe de plaisir, hein, je l'ai dit, on lui fait croire qu'il peut tout négocier tout le temps, tout et tout le temps avec tout le monde. Aujourd'hui, les nouveaux chefs d'entreprise, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont des jeunes d'une certaine génération qui contestent tout, qui discutent tout alors qu'ils n'ont aucune expérience. Parce qu'ils ont été élevés façon éducation positive. Cette éducation positive qui, soi-disant, est bienveillante, qui s'oppose à quoi, en fait? Elle s'oppose à l'autoritarisme. Mais l'autoritarisme, c'était l'excès d'autorité dans les années qu'on a connues, enfin, j'ai pas connu, mais 60-70. Et ils font un amalgame avec cet autoritarisme, avec une autorité saine et légitime, en disant « Ah ben non, l'autorité, ça va traumatiser ». L'enfant a besoin d'un cadre pour grandir. Et il a besoin d'une autorité, et il a besoin de limites. Et l'autorité, elle est saine quand elle est juste. Donc un enfant, moi si je vais avec un enfant au restaurant et qui commence à me dire « Je n'aime pas ces frites-là », je dis « C'est dommage, cherche dans le menu si quelque chose t'intéresse ». Mais on ne se lèvera pas et on ne changera pas de restaurant pour toi. Donc voilà. Et cet enfant, il grandira avec des bonnes limites. Il apprendra qu'il ne peut pas tout contrôler. Mais quand les parents viennent me voir, non, mon enfant, il est intolérant à la frustration. Ben oui, mais je n'aime pas ces frites-là. Ben oui, mais vous lui répondez ça. Alors j'explique à la mère que c'était une mauvaise réponse, qu'il ne fallait pas quitter le restaurant, surtout pas. Et que vous faites des mauvaises réponses comme ça depuis sa naissance. Et qu'aujourd'hui, votre enfant, il a 7-8 ans.
Donc on va essayer de travailler ça, mais j'ai fait comprendre aux parents qu'il y a des bonnes réponses à donner et qu'il y a des réponses qui malheureusement amènent l'enfant à la catastrophe. Cet enfant qui dit qu'il n'aime pas ces frites-là, il n'est pas génétiquement programmé pour être infernal. Si on lui donne les bonnes réponses, il aura le bon comportement. Voilà. Donc, encore une fois, pourquoi je fais de la guidance parentale? Parce que l'éducation, ça donne l'adulte, le futur adulte de demain. Réellement, si vous faites les choses, votre enfant, il posera aucun problème à la société. Mais si vous lui dites, on quitte le restaurant parce que comme ça, comme je suis une maman bienveillante et que je veux ton confort et que je veux que tu sois heureux, eh bien voilà. Et la mère a l'impression d'être une bonne mère, effectivement. Simplement, une chose est sûre pour cette mère-là, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle se prendra une claque quand il aura 15 ans. Pas une claque symbolique, hein, une claque physique. Et moi, je sais ce que ça va donner. C'est qu'à un moment donné, elle va dire « Catastrophe, oula, il sort le soir jusqu'à 22h, 23h, il me dit pas où il est. » Mais en fait, tu fais ça depuis le début, il fait ce qu'il veut depuis tout petit. Mais moi, je commence à m'inquiéter. Et là, je commence à lui dire « Non, Loïc, tu ne sors pas. » Et là, Loïc, bam, il m'en colle une. Et là, je débarque chez le psychologue en catastrophe, c'est-à-dire moi, Jean-Luc Robert, et je dis « Aidez-moi. » Mais madame, moi, je veux bien vous aider, je le dis. Mais on va remonter l'histoire jusqu'à quand il était tout petit. Et aujourd'hui, vous venez me voir. Alors, est-ce que je peux le dire? Je ne le pense pas. Est-ce que je peux dire à cette dame qu'il est très tard? Et que je ne suis pas magicien? Et que souvent, il est trop tard? Parce que quand à 15 ans, il t'a donné la claque, il s'est passé tout un fil de mauvaises réponses avant, catastrophique, qui fait que cette claque, elle ne tombe pas par hasard. Et qu'aujourd'hui, on est bien mal. Et que moi, j'aurais préféré, madame, que vous veniez me voir quand il avait 4 ans. Et que quand il avait déjà tendance à faire semblant de vous taper, à être hyper, quand il avait refusé les frites, quand il avait 4 ans, j'aurais aimé vous voir à ce moment-là, vous donner toutes les techniques comportementales pour qu'il n'ait pas à vous donner une claque quand il a 15 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que vous comprenez, quand je vous explique ce que c'est que le conditionnement, que votre conditionnement il est super fort, que ça va être long et extrêmement compliqué, et que, alors souvent le gamin il me dit d'abord j'ai pas envie de faire d'atelier avec toi, on fera pas d'atelier, c'est le genre de gamin qui veut même pas de toute façon, on est dans un truc comme ça, hein. Et la mère me dit bah oui mais moi je peux pas le forcer. Alors je pose une question à votre place, Stéphanie, oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là quand le parent veut pas faire d'atelier? Alors moi je dis une chose, vous lui laissez pas le choix, vous voulez le sauver. Là demain je plains la future compagne qu'il va avoir, hein. Vous il vous met une claque, elle ça sera autre chose. Alors je dis madame, si votre enfant a des problèmes gastriques, alors je dis tout le temps madame, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ben non, l'enfant ne veut pas voir un gastro-entérologue. Vous êtes parent, vous êtes responsable, c'est vous, le tuteur légal. Vous lui laissez pas le choix et de force, vous l'hospitalisez, d'accord? Eh bien là, c'est pareil. Il n'y a pas de... Vous lui dites, lundi, la psychologue débarque dans notre domicile et on commence un atelier. Et il n'a pas le choix, il a intérêt d'être là. Et il fera l'atelier, basta. Parce que vous voulez le sauver, parce que là où il en est à 15 ans de vous donner une claque, il est foutu demain pour la société. D'accord? Donc là, on rigole plus. Donc si vous me demandez si moi, est-ce que je pense que c'est une bonne chose de forcer l'enfant à faire un atelier? Bah oui, vous ne vouliez pas le forcer il y a quelques années au restaurant pour les frites. On ne va pas le forcer. Hein? On va le laisser se casser la figure, devenir un délinquant, il finira à Fleury-Mérogis. Donc voilà, donc je réponds à votre question. Quand on vient, même si déjà je sais que ça va être très compliqué, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, c'est aux parents de décider et cet enfant qui ne veut pas faire l'atelier. Alors après, ils vont me dire, oui, mais attendez, comment vous faites, monsieur Robert, s'il ne veut pas sortir de la chambre pour faire son atelier, il ne veut pas rester dans l'appartement, il veut pas. Vous savez ce qu'on fait? Clairement, c'est qui paye le téléphone? C'est qui paye la tablette? C'est qui paye Internet? C'est qui paye tout ça? Vous avez ma réponse, madame. Il n'y a plus rien. Il est puni, on retire tout. Croyez-moi, il va vite sortir de la chambre. Il va comprendre c'est qui le patron. C'est tout, on en est là. Et Mike Borowski a été jusqu'à me demander sur Radio Courtoisie, oui, mais c'était pas lui, c'était un auditeur qui me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si vraiment on ne sait plus, il nous menace, moi j'ai peur de mon enfant. Parce qu'il y avait des auditeurs qui avaient dit, j'ai peur de mon enfant. J'ai dit, madame, si vous en arrivez là, vous appelez la police. C'est non. Vous lui posez les limites que vous n'avez malheureusement pas pu poser. Il doit rencontrer la loi. Et si on en arrive là, vous lui dites, on fait l'atelier, il veut pas, vous lui enlevez sa PlayStation, il vous met une baigne ou il vous menace, je sais pas quoi. Vous appelez la police, vous en êtes là, vous lui faites comprendre, il va faire un petit tour pendant quelques heures au commissariat, vous lui faites comprendre qu'au-dessus de vous, vous êtes soutenu, qu'il y a une légitimité, qu'il y a une autorité. Et moi, en tant que psychologue, vous imaginez bien, homme, j'incarne aussi cette autorité. Et je lui dis, il est hors des questions que tu frappes ta mère. Et d'ailleurs, je lui dis devant lui, à l'enfant, je lui dis, si jamais tu la touches, on appelle la police. Enfin, réellement, et on le fait. Et souvent, le parent dit, oui, qu'est-ce que je fais? J'appelle. Vous appelez, vous le marquez. Aujourd'hui, oui, mais ça va le traumatiser. Ben oui, mais il est déjà foutu. Si on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc,
Voilà, et alors, si vous appelez la police, derrière, le lendemain, quand vous lui dites « je prends ton téléphone », il n'osera plus lever la main sur vous parce qu'il a déjà eu affaire à la police. Et vous en êtes là aujourd'hui avec certains gamins. Sinon, vous le livrez, vous l'abandonnez maintenant. Et c'est fini. Il est mort pour la société, excusez-moi, hein, d'accord? Voilà. En somme, vous aidez les parents à rapprocher le curseur du juste milieu, c'est-à-dire ni laxisme, ni autoritarisme. Ben non. Une éducation réussie, c'est une éducation nuancée, modérée, et qui donne des résultats positifs. Tout à fait. Par ailleurs, pour aider à cette bonne éducation, vous aidez parents et enfants à gérer ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Vous sauriez nous en parler en quelques mots? Oui, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'angoisse de séparation, j'explique que c'est une théorie psychanalytique qui explique que l'enfant, quand il naît, il est très fusionnel avec ses parents, notamment sa mère. J'ai raconté le sein, il hallucine, il croit que que sa mère est à lui, il n'y a pas de séparation. Donc ça, c'est un état que connaissent tous les enfants, c'est un état normal, et il doit apprendre petit à petit à se séparer. On appelle ça l'étape de séparation-individuation. Individuation, c'est-à-dire devenir un individu qui a dans la tête la permanence de l'objet. L'objet, c'est la mère, hein, les parents, et qui est capable d'être autonome, c'est-à-dire de vivre sans être angoissé parce que... Alors, quels sont les signes qu'il y a une angoisse de séparation? Ils sont nombreux, mais alors, ça va de l'enfant qui fait le pitre à l'école, qui veut tout le temps avoir l'attention de la maîtresse, parce que n'oubliez pas que la maîtresse, c'est un symbole maternel. Hein. Vous savez qu'il y a plein d'enfants qui appellent la maîtresse maman. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais gamin. Enfin bon, je le dis, honnêtement, ça arrive à tous les gamins. C'est quand vous passez 7 heures en classe avec une maîtresse, symboliquement, c'est votre maman, et des fois, vous levez la tête, vous dites maman, pardon. Ça arrivait à toutes les maîtresses, hein, excusez-moi, et je pense à beaucoup de gamins. Donc ce que je vais expliquer, c'est que l'enfant, il aime cette maîtresse comme un peu sa maman symboliquement, et qu'il veut son attention, et que les enfants qui ont déjà une angoisse de séparation, ce sont déjà des enfants qui sont en difficulté parce qu'ils doivent partager l'attention avec 20 ou 30 élèves, et ils cherchent à se faire remarquer, et des fois en faisant le pitre. Bon, et puis ça va, l'histoire du téléphone, je vous ai raconté, je supporte pas que maman soit avec un autre en train de discuter, je supporte pas que maman parle avec son chéri, alors donc je débarque et je veux compter dans la conversation, donc je les interromps. Tout ça, c'est des signes d'angoisse de séparation. Bon, il y en a plein, il y a une liste très très longue. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment on le travaille? Déjà, une chose est sûre, c'est que j'essaie de faire prendre conscience à l'enfant à travers le fameux jeu que je ne peux pas vous montrer là parce que c'est une sorte de trivial poursuite, je le répète. L'idée, c'est d'aider le parent et l'enfant, parce que le parent n'a pas conscience de ça non plus. Hein. Donc le parent, on l'aide, comme je l'ai dit, à modifier ses réponses. Mais on aide l'enfant à comprendre que quand il interrompt ses parents, quand il fait tout ça, c'est parce qu'il est angoissé par le fait que justement ses parents ne prêtent pas attention à lui. On lui fait prendre conscience de tout ça et on essaie de le rassurer toujours à travers le jeu pour lui faire prendre conscience que ses parents l'aiment quoi qu'il arrive et que c'est pas parce qu'à un moment donné mon attention est portée ailleurs que tu n'existes plus dans mon cœur et tu dois être rassuré par rapport à ça. Donc on fait tout un travail pour faire prendre conscience à l'enfant que ses troubles sont liés à ça en grande partie et croyez-moi, 70% de ma patientèle est concernée par cette histoire. Hein. Souvent, le mal, il est là. Je veux dire, quand je travaillais en IME, Institut médico-éducatif avec des enfants autistes, même il y a un continuum entre les autistes très sévères et même les enfants qu'on appelle neurotypiques, c'est-à-dire qui ne sont pas autistes, qui ont les mêmes types d'angoisse. Alors, pas avec la même intensité, mais l'angoisse de séparation, ça touche l'enfant, entre guillemets, qui a la pathologie la plus sévère, jusqu'à l'enfant qui a la pathologie la plus légère. Par exemple, quand vous avez un frère et une sœur qui vient de naître, souvent, les enfants se remettent à faire pipi au lit. Vous l'avez entendu Dolto qui le disait, parce que derrière, il y a, mais moi, il me vole ma place, j'étais le petit chéri préféré, d'un seul coup, cet enfant a toute l'attention des parents, je n'existe plus, comment faire? Je vais régresser. Alors, il ne se le dit pas consciemment, hein, si vous avez compris, mais il se remet à faire pipi au lit, il se remet à faire areux. Enfin, c'est très fréquent comme comportement, parce que l'enfant, il est très dépendant. Et sachez que l'angoisse de séparation, elle se résout généralement vers 3 ans avec le fameux doudou transitionnel. On dit transitionnel, hein, c'est-à-dire que Winnicott a inventé ce terme pour dire que l'objet symbolise la relation et le lien aux parents, d'accord ? Et puis, l'enfant fait son travail, mais toute sa vie, de toute façon, même quand vous avez 25 ans, vous avez fini vos études, quand vous devez quitter le domicile familial, vous êtes un peu dans une sorte d'angoisse de dire, je me lance dans la vie. Les parents, ce sont des piliers pour un enfant. Donc, l'angoisse de séparation, elle est un peu là, un peu toute la vie, jusqu'au décès des parents d'ailleurs. On est toujours angoissé, mais on arrive à la juguler, à la réguler, et elle est centrale, je suis très content que vous me posiez cette question, parce qu'elle est centrale aujourd'hui dans la psychopathologie de l'enfant, l'angoisse de séparation. Elle est centrale. Moi, je me disais tout le temps avec nos collègues quand on était en IME, je disais, c'est encore un cas autour de ça. Et moi, je suis effaré de voir le nombre de situations d'angoisse de séparation non résolues qui posent des problèmes à l'école. Parce que quand les enfants viennent me voir, c'est parce que l'école, vous savez, souvent se plaint et dit, il faut qu'aller voir un psychologue. Et derrière, il y a souvent l'angoisse de séparation. Donc, c'est fondamental comme sujet. Il
faut la travailler. Et malheureusement, quand on est dans l'ère de la neurodiversité, comme je vous explique, c'est des notions psychanalytiques qui n'existent plus. On pense que l'enfant, il est neurochimique et que neurochimique, et que tout comportement est explicable par des interactions neuronales. Et on ne veut plus faire le lien entre l'entourage de l'enfant, l'environnement et ce qu'il est, ce qu'il devient. Et c'est catastrophique, et c'est pour ça que je militerais presque, même si la psychanalyse a ses défauts, attention, hein, et Freud n'est pas parfait, mais pour un retour de la psychanalyse, pour un petit peu équilibrer par rapport à cette ère de la neurodiversité et du médicament à tout prix, parce que nous ne sommes pas que neurochimie, hein. Voilà. Dans la relation parent-enfant, il est déjà question de rapport de pouvoir et de la question très large de la méritocratie. Ce sont des sujets que vous traitez, j'imagine. Oui. Alors la méritocratie, c'est un bon sujet, parce que c'est le sujet de notre époque. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Hein. Non. On n'est pas... Non, j'essaie d'expliquer justement aux parents que tout se mérite, rien n'est gratuit, et qu'il faut travailler avec essayer d'éduquer l'enfant en ce sens, lui faire prendre conscience que, il peut obtenir des bons résultats à l'école s'il travaille, que des fois j'ai des parents qui viennent me voir avec des enfants qui sont vraiment en difficulté d'un point de vue cognitif, vous savez, qui ont un peu des lenteurs, par exemple des enfants dyslexiques, dysphasiques, dysorthographiques, c'est un peu la mode, les 10, et puis on l'emmène chez l'orthophoniste tout le temps, machin. Et puis le parent se décharge comme ça. Voilà, il est chez l'orthophoniste, je le récupère, ça va aller mieux. Je dis, mais à chaque fois que je pose cette question, la réponse est toujours la même. Est-ce que vous faites travailler votre enfant en plus des devoirs scolaires? Non, hein, je l'emmène chez l'orthophoniste, voilà, hein, c'est ce que je fais. Et puis, mais il a du difficulté à apprendre les jours de la semaine. Est-ce que vous lui donnez du travail? Non. En fait, on n'est pas là-dedans, dans la valeur travail, dans la valeur effort. Et même, on va dans l'idée que comme l'enfant a un handicap, hein, puisqu'on dit à l'enfant, tu es 10, tu es ci, eh bien qu'on va lui faire ce qu'on appelle un tiers-temps, vous savez, à l'école. C'est-à-dire qu'en gros, on va lui donner du temps en plus et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va être chez un employeur et que l'employeur va lui donner un tiers-temps? En gros, il faut savoir, vous pouvez être malheureusement né avec une difficulté, avoir un peu plus de mal à assimiler les choses. Toujours la question, c'est est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un effort pour compenser cet handicap, ou est-ce que vous pensez que la société va s'adapter à vous ad vitam? Voilà, donc je leur dis, quand vous avez un enfant 10, vous devez le faire travailler plus et pas moins. Et vous devez être dans cette notion. La méritocratie, j'y crois énormément. Simplement, la société aujourd'hui, vous le savez, on donne le bac à 95% des... je mets tous les statistiques dans l'Eurovibe, des jeunes, ils n'ont plus aucun niveau, et ils estiment que tout leur doit être dû tout le temps en permanence, sans faire d'efforts. Et vous le savez que quand les parents, on leur met une mauvaise note ou par exemple une appréciation travail médiocre, alors on le met plus aujourd'hui, mais à notre époque on pouvait le mettre. Oh, mon Dieu, branle-bas de combat, le parent débarque et puis il engueule le prof. On ne peut plus, donc en fait il faut toujours mettre une bonne note. Moi j'ai repéré que certaines écoles, même hors contrat, sous contrat, peu importe, privé, catholique ou pas, ils avaient tous des notations aberrantes du style moyenne de la classe 9. 9 sur 10. Oui. Aujourd'hui, l'enfant est en sucre, il ne faut pas lui mettre une mauvaise note, parce qu'alors là, ça risque de casser son estime de lui, et puis du coup, ça sera contre-progressif. C'est l'école de Najat Vallaud-Belkacem, je l'ai détaillé dans les... Non, mais c'est le pédagogisme. Tout ça, je le dis dans Neurovibe, j'explique le pédagogisme, ça a été mis en place à une certaine année. J'ai cité certains auteurs qui ont mis tout ça en place, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a poursuivi cette éducation pédagogiste qui est que il faut s'intéresser d'abord au désir de l'enfant et savoir ce qu'il veut apprendre. Donc on lui demande, qu'est-ce que tu veux apprendre aujourd'hui? Comment veux-tu l'apprendre? Ce pédagogisme a fait beaucoup de mal à l'éducation, il a été entraîné, bien sûr, il n'y a pas que Madame Najat Vallaud-Belkacem, tous les ministres de l'éducation aujourd'hui, alors là, Madame Elisabeth Borne, non, je ne veux même pas en parler, elle ne fait absolument rien contre cela. Et aujourd'hui, on fait croire aux jeunes qu'ils sont bacheliers, alors que évidemment, ils ont un niveau... Le bachelier d'aujourd'hui, il a un niveau de 5e. Voilà, en gros, 5e de l'époque. Aucun niveau. Et je le vois tous les jours, je l'ai dit moi-même quand je recrute une secrétaire ou une stagiaire et tout, elle ne sait pas faire 3 mots sans faire 3 fautes, en fait. Hein. Donc, on en est là-dedans. Et aujourd'hui, ça vous m'emmenez sur un sujet, mais... il faudrait vraiment revoir la méritocratie, justement, arrêter de donner le bac à 95% des jeunes qui, je vous ai dit, ne savent même pas ce que c'est qu'un subjonctif présent, un participe passé, rien du tout. Je vous assure, hein, moi je le vois, je vous le dis, quand je les recrute, c'est catastrophique. Même pas faire la différence entre un conditionnel et un futur, rien du tout. Elles ont le bac et tout ça, tout va bien, et elles sont persuadées, ces personnes, qu'elles ont un niveau. Et aujourd'hui, ça, c'est catastrophique pour la France. Hein, celui que je vous dis, ce sont nos ministres. Voilà.
D'ailleurs, à ce propos, quels sont les bénéfices secondaires de l'échec scolaire? Ah, bonne question. Alors, c'est marrant, c'est une question que vous me posez, je ne m'attendais pas, parce que j'ai écrit un article là-dessus et j'en parle dans mon livre aussi, enfin dans un de mes livres. Alors, il y a des effets secondaires, plus qu'on ne le pense. Par exemple, des effets secondaires, il y a des enfants... Bénéfices secondaires. Oui, des bénéfices. Les effets secondaires, c'est médical. Vous avez raison. Chose. Des bénéfices secondaires, plus qu'on ne le pense, parce que il y a des enfants qui, inconsciemment, se mettent en échec scolaire. Et se mettent en échec scolaire parce qu'ils ont des bénéfices secondaires, justement. Parce que souvent, on se dit, mais alors attends, on peut avoir aucun bénéfice à être en échec parce qu'on est le cancre de la classe. Et que quand on est le cancre de la classe, ben, c'est désagréable. Mais oui, mais si on a un bénéfice, c'est-à-dire, alors je reviens à mon angoisse de séparation, c'est-à-dire qu'on est celui à qui on va prêter plus d'attention. Maman va nous parler de nous comme une petite chose, elle va être attentive, elle va même nous épargner de faire des devoirs, dis donc. On va même nous donner un tiers-temps. Tout nous sera facilité. Et puis la maîtresse, on sera le petit chouchou, parce que, vous savez, la maîtresse, elle a un instinct maternel, alors elle va nous... J'ai écrit un article là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, on peut continuer d'être un cancre, parce que quelque part, être un cancre, c'est être aimé. Et croyez-moi, un enfant est prêt à faire beaucoup pour avoir de l'amour. Beaucoup, beaucoup. Alors, s'il ne peut pas être le meilleur de la classe, eh bien, pour se faire remarquer, eh bien, il peut aller jusqu'à se mettre en échec. Oui, oui, ça, j'ai déjà vu ça. Et c'est très difficile, parce que moi, je le vois souvent, l'enfant... Le parent vient que l'enfant il est en difficulté et moi je lui fais passer un test, vous savez, plusieurs tests cognitifs, notamment des planches de la WISC, du WISC. Le WISC, ça veut dire Wechsler Intelligence Scale. C'est une échelle qui évalue l'intelligence de l'enfant, le QI. Et vous avez comment dirais-je, des planches, vous savez, avec des suites logiques, des choses comme ça. Vous voyez que l'enfant... Repérer des HPI. Voilà, vous voyez que l'enfant, il est intelligent, il comprend beaucoup de choses, mais que des fois, il fait semblant d'échouer une planche. Vous savez, le test, il a une logique. C'est de plus facile ou plus difficile. Il va vous faire semblant d'échouer une planche qui est facile, et puis il va réussir une très difficile qu'il ne pourrait pas réussir s'il avait... bon, des fois je vois très vite, et souvent, alors encore une fois je ne veux pas dire que je suis meilleur psy que les autres, mais souvent les psys qui sont sur des tests neuropsy et machin, ils voient pas ça parce qu'ils veulent mesurer, ah ben oui il y a une faille là, ils voient pas toutes ces subtilités qui sont de la psychologie en fait, et des fois il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pas plus bête qu'un autre, qu'il a un bénéfice, alors on lui dit pas comme ça, mais qu'il a un bénéfice secondaire, on explique aux parents ce que c'est qu'un bénéfice secondaire, et surtout on explique aux parents qu'ils doivent changer d'attitude, mettre l'enfant au travail. Et alors, je dis par exemple, quand vous donnez un travail facile à l'enfant, ne venez pas toutes les 2 minutes parce que l'enfant dit qu'il n'y arrive pas, que c'est bloqué. Laissez-le galérer. Oui, mais il veut pas, il bloque, il fait rien. Ah ben il fait rien. Ok, et vous appliquerez les fameuses punitions dont je vous parle. C'est-à-dire que quand il sortira de là, il n'aura pas la télé, il n'aura pas tout ça. Ah bah oui. Alors vous allez voir que là, il va se mettre à travailler un peu plus. Vous savez, l'enfant, voilà, c'est comme ça. Hein. Oui, voilà. Donc oui, les bénéfices secondaires, ça existe même dans ces situations-là. En parlant de l'école, oui. L'école, selon vous, c'est un lieu d'instruction et non d'éducation? Alors, j'ai expliqué aussi plusieurs fois, alors principalement un lieu d'instruction et non d'éducation, mais on peut faire fi de l'éducation. Pourquoi je le dis, même si on a tendance à être là-dedans de manière exagérée avec le programme Evras et tout ça, et à vouloir éduquer à la place des parents et leur enlever le droit de punir, de ce que vous voulez, et ça c'est le travers, c'est l'excès, mais on est obligé de considérer aussi, je pense, l'école comme un lieu d'éducation pour la simple et bonne raison que l'enfant il passe 8 heures par jour et que les parents, vous voyez c'est un lapsus, les profs sont obligés de donner si vous voulez, des règles et des consignes qui sont de l'éducation. Exemple, quand vous êtes en maternelle, tous les enfants à deux par deux en rang et compagnie. Bon, celui qui dépasse du rang, rappelez-vous, parce qu'il a besoin de se faire remarquer, vous êtes obligé de l'éduquer en tant que prof. Ce que je veux dire l'éduquer, c'est-à-dire lui donner une réponse qui sera du type éducatif. Et envisager même une punition par exemple, quand vous sortez à la Foire du Trône, j'en sais rien, avec un périscolaire et tout ça, vous vous rendez compte, l'enfant qui veut pas traverser quand le feu est rouge ou je sais pas quoi, non, là, vous pouvez mettre l'enfant en danger. Donc vous êtes obligé de faire de l'éducation. Mais attention, c'est d'abord le lieu de l'instruction. Et il y a trop de matière, si je puis dire, qui tourne autour de, vous savez, là, ils appellent ça l'éducation à la vie scolaire et affective, mais il n'y a pas que ça, hein. Tout ce qui est, alors je sais plus comment ça s'appelle, machin civique, là, cours d'éducation civique, enfin, ils ont toutes...
il y a énormément de choses où j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord les intéresser à apprendre à compter, lire, connaître leur capital et tout ce qu'on ne veut plus leur imposer, plutôt que de leur apprendre tout un tas de choses qui peuvent apprendre au contact de la vie avec leurs parents, parce que les sorties extrascolaires, je suis désolé, si vous êtes un parent, vous emmenez votre enfant au musée, enfin, vous lui faites un peu découvrir, et je suis pas du tout sûr que ce soit le rôle premier de l'école. Moi, je préférais, enfin bon, ça n'engage que moi, qu'on fasse moins de sorties scolaires, soi-disant pour les éveiller à un tas de choses, mais qu'on apprenne le conditionnel, le passé, le participe passé, enfin, qu'on revienne à une école un peu plus qu'on appelle académique. J'ai rien contre les sorties scolaires, excusez-moi, mais aujourd'hui, c'est comme je vous ai expliqué dans le pédagogisme, c'est vraiment centré autour des désirs de l'enfant et on apprend toujours par, entre guillemets, le divertissement, etc. Du coup, si vous voulez, on a tendance à oublier qu'il y a un effort à faire dans l'apprentissage. On ne veut plus faire cet effort, on va apprendre de manière ludique. Mais je suis désolé, même si vous voulez de manière ludique et autre, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez l'effort d'apprendre vos tables de multiplication. Et aujourd'hui, on ne fait plus apprendre les tables de multiplication. Et on ne veut plus faire l'effort d'apprendre les règles d'orthographe. Donc tout ça, moi je serais pour un retour de l'apprentissage académique, vraiment pur et dur, et de limiter un maximum tout ce qui est éducatif, même si, encore une fois, je le dis, je pense qu'on ne peut pas faire fi de l'éducation à l'école, parce que l'enfant il passe 8 heures avec quelqu'un. Moi ce que je dis souvent à l'école et aux parents, c'est que quand vous êtes parent, vous déléguez l'autorité parentale à un professeur, et vous lui déléguez l'éducation de vos enfants. Donc le professeur, il ne doit pas déconner, il doit être droit dans ses bottes en termes éducatifs. Voilà. Par exemple, si votre enfant dit, alors je vous donne un exemple, que en termes d'éducation, de choses que j'aimerais qu'un professeur dise et qu'il ne le dise pas. Un enfant arrive et dit, voilà, mon Dieu, vous êtes un parent, vous n'acceptez pas ça, vous. Surtout que c'est pas sa culture la plupart du temps, hein, mais il l'entend tellement toute la journée. Wesh. Wesh. Je les mets dans le même panier, hein. Je stigmatise pas cette religion en particulier. Eh bien ça, les professeurs ils laissent couler. Hein. Eh bien moi j'aimerais que le rôle du professeur il est l'éducation. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, il n'y a pas de ça dans ma classe. Il n'y a pas de wallah, il n'y a pas de wesh, tu parles correctement s'il te plaît. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'un professeur peut dire ça à un enfant? Jamais de la vie. Hein, voilà. Donc l'histoire du smartphone c'est pareil. Smartphone en classe. Éducation, pas de smartphone en classe. Hop, on dépose tout ça à l'entrée. Voilà, ça c'est de l'éducation. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas dissocier l'éducation de l'école? Ça j'aimerais, mais aucun prof va le faire. Hein. Par contre, ils vont vous éduquer à la vie sexuelle et affective. Là, ils vont vous éduquer. Hein. Voilà, bon, voilà ce que je pense. Ces nouveaux concepts d'éducation sexuelle, et c'est ce que Sophie Audugé ou Marie-Estelle Dupont appellent le risque d'effraction psychique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Très bonne question. Le wokisme a fait son entrisme à l'école. Je vous l'ai dit, je le répète sans cesse. C'est-à-dire que ces gouvernants aujourd'hui ne font que aller dans le sens de la doxa, à savoir que on doit absolument, alors c'est les idées progressistes, hein, se montrer tolérant à la différence, mais à la différence sexuelle, au fait que on doit pouvoir choisir son genre. On a des clusters dans les classes avec des petites filles qui se découvrent d'un seul coup l'envie d'avoir un pénis, hein, voilà, en gros. On a tout ce phénomène de mode qu'on appelle finalement la dysphorie de genre, et on a même eu Anne Genetet, ex-ministre de l'Éducation, qui a été sur un très court temps, qui a dit que la théorie du genre n'existait pas. Donc vous voyez, c'est assez terrible, j'en parle dans mon livre aussi, je dis mon Dieu, la théorie du genre n'existe pas, on entend parler de ça matin, midi et soir. En fait, l'école, elle est hyper perméable à ce phénomène de mode qui est le wokisme, la théorie LGBTQIA+, et comme vous parliez d'éducation, vous me disiez ouvrir à la tolérance, par exemple la grossophobie, tout ça, le petit gros. Mais en fait, c'est cette éducation-là dont je parle qui est au quotidien. Je vous donne un exemple. Vous allez en salle de sport avec les enfants, on va au gymnase, vous savez, vous avez cours de sport, et puis il y a, on demande de faire trois fois le tour du parc, et puis il y en a un qui a un surpoids, et puis il a du mal à faire 3 fois le tour du parc, et puis il y en a un qui se moque. Ben voilà, le prof de PS, il va avoir son rôle, donc d'éduquer ces personnes, soit en les punissant, ou en leur faisant une remarque très désagréable devant le groupe, en leur disant il est hors de question que tu te moques de un tel parce qu'il est en surpoids. Et voilà, c'est ça la fameuse éducation. Et ça suffit largement, mais vous savez, ça avait lieu dans les années 80 quand on était à l'école, 90, pareil. Ça a toujours eu lieu. On n'a pas besoin de réinventer l'apprentissage à la tolérance. À chaque moment, la tolérance c'est autre chose, hein, ou à la non-discrimination parce que Mamadou, ou je sais pas quoi, enfin moi j'ai été noir, j'ai été moqué aussi par certains, je ne sais plus. J'ai eu des trucs où on m'a discriminé.
ce moment-là, c'est au professeur de venir poser un cadre en disant non, et voilà. Mais ça a lieu à tout moment de la journée et on n'a pas besoin d'un cours spécial. Par contre, l'éducation à la vie sexuelle et affective et relationnelle, je ne sais jamais le mettre dans le bon sens, le fameux EVRAS, c'est autre chose. C'est une idéologie très précise qui vient, je vous ai dit, bon, si on fait l'historique des États-Unis, de wokisme, etc., et dans une idée progressiste de finalement, nous n'avons pas à imposer à un enfant le choix de son sexe et tout ça, alors que même, alors encore une fois, si je peux faire un pont avec ce livre, j'en parle énormément dans Neurovibe, alors même que à une certaine époque, ces troubles étaient considérés comme psychiatriques, et aujourd'hui, il y a une sorte de dépsychiatrisation, de dépathologisation de ces troubles-là, vers une sorte de normalisation. Et on va nous expliquer qu'il est normal de se poser la question de savoir si on est un garçon ou une fille, alors que c'est des questions que se pose, je l'ai mis encore en stade dans mon livre, 0,0, et quelques 1% de la population, c'est ce qu'on appelle les écarts types sur la courbe de Gauss, c'est de la pathologie. Eh bien, on veut nous faire croire que ça concerne tous les enfants, et qu'au nom du 0,01 qui se poserait des questions et qui aurait besoin d'aller voir un psy, et qui aurait besoin justement de faire un truc individuel, on va concerner l'ensemble. Même chose, vous savez qu'on peut plus faire la fête des mères à l'école, soi-disant. Bon, c'est la même chose, on fait la fête des gens qu'on aime bien. Pourquoi? Parce que l'enfant qui se retrouve, on pense toujours au cas particulier que l'enfant, voilà. Donc la question c'est ça, le wokisme veut imposer, c'est la tyrannie des minorités, les minorités sexuelles et autres, mais toutes les minorités veulent imposer à une généralité, enfin à la masse, une généralisation de leurs angoisses, de leurs sujets. Donc oui, il y a des enfants qui ont des dysphories de genre, mais quand j'ai vu des vidéos où il y a des mamans qui disent mon enfant il s'appelle Isabelle et en fait j'ai envie de l'appeler Grégoire parce que je sens que mon enfant, alors qu'il a 2 ans, je sens que mon enfant n'est pas né dans le bon corps, on est quand même face à un phénomène de société grave, de mode, de théorie du genre, de dysphorie du genre. Bon, vous avez Léo Kessler qui est une femme qui a témoigné, qui a expliqué les ravages. Malheureusement, elle avait 18 ans et quelques, et on l'a forcé, enfin, plus ou moins, on a été dans le sens de sa transition. Lio Kessler, hein, vous pouvez le trouver dans l'émission de Dora Muto, voilà, Feméliste. Elle dit aujourd'hui, ma vie elle est foutue, je suis mutilée, et on se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est criminel, pardon, je suis désolé d'employer un mot fort, criminel de venir semer le doute dans la tête d'un enfant et de dire au nom de son bien-être, on vient lui dire que possiblement il pourrait ne pas être né dans. Alors souvent, moi, qui m'occupe d'enfants autistes, vous savez que l'autisme, il y a un pont entre ce qu'on appelle ces neuroatypies et la dysphorie de genre, c'est que une grosse quantité de personnes ayant un trouble autistique se disent dysphoriques, enfin en tout cas sont concernées, se sentent concernées, parce que ce sont des personnes qui se cherchent énormément et ce sont des personnes qui sont fragiles psychologiquement, et donc cette fragilité les amène à se dire mais attends, qu'est-ce que j'ai qui va mal? Pourquoi je suis si mal dans ma peau? Eh ben, c'est peut-être parce que je suis pas né dans le bon genre, et comme les autistes, surtout Asperger, sont très influençables sur ce qu'ils entendent, et ben, souvent quand vous leur bourrez la tête matin, midi et soir de théories comme ça, eh bien quand ils rentrent à la maison, ils finissent par se dire peut-être que si je vais mal, si je me sens mal, c'est peut-être parce que, et il n'y a pas que les autistes d'ailleurs, beaucoup de personnes qui seraient état limite ou autre chose, qui auraient d'autres troubles, peuvent aller vers ce type de facilité de se dire mais si je vais mal, et c'est ce que dit Lio Kessler et toutes les personnes qui détransitionnent, parce que là les détransitions on n'en parle pas, hein, c'est pareil. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on imagine, mais elles ont honte et elles sont rejetées. Eh bien, ces personnes qui détransitionnent te disent aujourd'hui, je suis un détransitionneur ou une détransitionneuse parce qu'à une certaine époque, j'ai cru que mon mal-être était lié à la dysphorie de genre. Normal, phénomène de mode, on en parle à l'école, matin, midi et soir. Eh bien, j'ai cru que c'était ça, et donc j'ai été là-dedans, j'ai été jusqu'à me faire opérer, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que opérer, eh bien, j'allais toujours mal. On m'a enlevé les seins, je vais mal. On m'a enlevé l'utérus, je vais mal. Ah ben, je me pose la question, on m'a mis un néopénis ou un néovagin, mais je vais mal. Alors je ne parle pas des effets secondaires, j'en parle pour le coup là, c'est effets secondaires, j'en parle beaucoup dans mon livre. Terrible, les effets secondaires. Tout ça je peux vous le citer si vous me le demandez. Mais en gros, au final, il ne faut pas confondre éducation et entrisme. Il y a un entrisme à l'école qui est dû à un lobby LGBTQIA+, et moi je tiens au QIA+, parce qu'aujourd'hui ils disent plus que LGBT parce qu'ils sont embêtés, parce qu'ils se rendent compte que ça devient ridicule, le QIA+. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on veut tellement... Que signifie le plus ? Plus signifie tous ceux qu'on a oubliés. Voilà, en gros, c'est ça le plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'addition de lettres, L, lesbienne, G, gay, trans, B, machin, truc, queer, le Q c'est cuir.
Après, on se dit, mais il faut tellement, et ça montre tellement l'idéologie, et c'est super qu'on en parle. Ils veulent tellement être sûrs de n'oublier personne et d'être tellement inclusifs vers même celui qui se dit, vous savez, dans le livre, je peux en parler 2 secondes, vous avez une tête, une personne qui ressemble à un extraterrestre. Vous savez comment on appelle ça? Regardez la tête. Le xénogenre. Xéno veut dire étranger. Ce sont des personnes qui disent, mais je n'appartiens pas au genre humain. Et il faut penser à eux aussi. Le plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut penser à celui qui croit qu'il est du genre table. Ben moi, oui. Et qu'est-ce qui peut vous prouver que je suis pas une table, en fait? Là, on est dans la psychose, hein, soyons clairs. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, le plus, ça signifie on veut tellement inclure toutes les différences qu'on a pensé au cuir, on a pensé aux aromatiques, ceux qui sont pas machin. On a pensé au ceci, on a pensé aux non-binaires. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, ben moi je suis, je sais pas, je fais l'amour avec les plantes, donc moi je suis comment? Moi je suis ici. Il y a toujours un qui est quelque chose. Il y a les xénogenres, il y a les trucs. Il y a toujours quelqu'un qui a un nouveau genre en fait. Et comme on n'a pas pensé, on veut être sûr de n'exclure personne, on ajoute des plus. Et moi je dis les LGBTQIA+. Et vous savez pourquoi les LGB aujourd'hui, c'est-à-dire lesbiennes, gays, et le T trans qui s'est mis, enfin en tout cas les lesbiennes et les trans et les gays aujourd'hui rejettent ce mouvement parce qu'ils se disent arrêtez, ça devient n'importe quoi, on n'en peut plus. Voilà, les trans nous disent que une femme devrait avoir un pénis et il faut qu'on l'accepte, on ne veut plus, donc ils rejettent même le T de trans, mais les queers, les non-binaires, les ceci, les machins, on n'en veut plus. Parce qu'à un moment donné, le mouvement il s'est fait vampiriser. Et vous voyez, je vous ai parlé d'autrisme à l'école, bah, cet autisme il a eu lieu au sein du mouvement LGBT aussi, par des gens qui sont venus dire et ma différence à moi. Et donc comme il fallait toujours ouvrir, élargir, à un moment donné, des personnes comme Dora Muto et Marguerite Stern, qui étaient des pionnières, c'est-à-dire des fémènes à la base pour Dora Muto, eh bien, elle a été rejetée de son propre mouvement et aujourd'hui, elle est menacée de mort, attention, par les fameux LGBTQIA+, qui lui disent, mais tu es, je sais plus le terme qu'on lui dit, c'est un terme que je pourrais même plus dire, mais en gros, ils ont inventé un terme pour dire que qu'elle discriminait les personnes de la communauté et qu'elle était, voilà. Et donc aujourd'hui, elle a créé une chaîne qui s'appelle Femélis, je fais un peu de pub pour elle, parce que réellement, j'adore, je trouve que Femélis pour dire, c'est quand même dingue d'en arriver à dire je ne suis plus une féministe, parce que le féminisme s'est fait manger, hein, et le féminisme, ce qu'on appelle le néo-féminisme aujourd'hui, si je peux en dire un mot, bien sûr, géométrie variable, hein, oui. Il ne s'indignera pas pour Lola, pour Philippine qui a été découpée en morceaux, hein.